ICAD, un projet de 75 000 m² à Aubervilliers. Anne Démiance, architecte et urbaniste, présidente chez Architecture Anne Démiance, et Bruno Georges, directeur développement grand projet et innovation au bureau d'études environnement OTIS, à me rejoindre sur scène. Vous disposez également de 20 minutes. C'est vrai qu'on a nos micros intégrés, c'est parfait. Bonjour à tous. Je reviens. Tout d'abord, en fait, je voulais présenter Bruno Georges, qui est le directeur développement de la branche OTIS, tout ce qui est innovation. Et je pense que c'est un élément très important que je défends toujours, la complémentarité entre une bonne architecture et une bonne ingénierie, afin qu'elle soit inventive. J'étais venue il y a à peu près, lors de la dernière session, pour présenter le projet bas carbone également avec ICAD, dans lequel j'avais déjà présenté un peu cette vision qui, je trouve, est importante dans les villes, c'est d'envisager qu'un bâtiment, il n'est pas forcément mono-usage et qui va évoluer dans le temps, et de définir des caractéristiques à la fois historiques, climatiques, géographiques, techniques, environnementales, pour qu'un bâtiment trouve à la fois sa légitimité par rapport à un territoire et par rapport à cette idée de la ville du futur qui serait de dire qu'un bâtiment il est avant tout disponible et que c'est une manière, je trouve, très importante pour lutter contre l'obsolescence en fait, de la valeur foncière d'un immeuble de bureau ou de logement dans le temps. Donc là, aujourd'hui, l'idée est de présenter un projet pour, encore une fois, ICAD, qui a considéré que cette belle histoire qu'on avait initiée avec les Black Swans méritait d'être poursuivie. Et je pense que la question, quelque chose qui est un autre sujet que j'ai tout à fait à cœur, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment lutter contre les effets de mode et que la question de la réflexion qui s'installe dans la durée, tout en intégrant en fait, des choses qui évoluent très vite, est quelque chose de effectivement extrêmement important. Donc c'est pour ça que je suis très heureuse de continuer ça avec ICAD sur un sujet également mixte et dont il s'agira aujourd'hui de définir un peu pourquoi c'est un bâtiment assez important d'un point de vue bas carbone. Alors là, le site, c'est quand même pour moi toujours une question extrêmement importante. L'idée pour moi, c'est de lutter contre l'urbanisme contemporain qui est souvent nowhere. On ne sait pas pourquoi on a fait un bâtiment absolument, il peut être sublime, mais qui n'est pas attaché à un site. Là, la particularité, c'est qu'en 1886, il y a eu les entrepôts des magasins de Paris en fait, qui se sont installés à la porte d'Aubervilliers pour résoudre le problème d'approvisionnement, le stockage en fait, d'approvisionnement de Paris. Un siècle plus tard, en fait, les problèmes d'approvisionnement ont été résolus parce que en fait, forcément, les moyens de transport ont évolué. Mais j'ai voulu garder la question en fait, du rapport à cette légitimité historique. C'est malgré tout un lieu avec des activités qui persistent aux portes de Paris, d'où la conservation en fait, de halles, de part et d'autre d'un grand espace vert. Et cet espace vert, il va avoir lui aussi une attache historique par les axes que je trouve extrêmement importants, par leur toponymie, rue du Grain, rue du Houblon. Donc on va dire que du coup persistera cette idée qu'un jour, c'est un lieu attaché à la question du stockage alimentaire. Donc ces halles, en fait, qui par définition, c'est des halles disponibles, qui permettront à la ville de bénéficier en fait, d'activités qui seront toujours attachées à la vitalité en fait, de cette ville. Et puis dans les étages supérieurs, des bureaux et des logements qui, comme on le verra, sont réversibles. Donc moi j'aime bien l'idée d'un plan masse un peu archaïque, simple. Donc c'est un peu 2C qui sont un peu en tête bêche autour d'un grand espace central, mais qui surtout en fait offrent deux devants. L'un sur la place du Front Populaire, qui est déjà un site qui est déjà pas mal aménagé avec l'arrivée du métro. Donc c'est une façade principale. Mais du côté, donc à l'ouest et à l'est, en fait, le site n'est pas encore aménagé, mais un jour, il sera en fait aménagé, et donc dire que ça sera de devant au lieu d'avoir une façade principale et un arrière. Toujours d'installer dans la durée, à toutes les échelles, en fait, la question de l'évolutivité des villes. Donc, bon, après, le plan masse, c'est classique, c'est simplement pour dire qu'il y a une bonne distance entre les bâtiments qui permet d'avoir une dimension passive, en fait,
de chacun des corps de bâtiment pour ne pas se porter ombre mutuellement. Donc cette perspective pour vraiment asseoir l'idée que la spécificité urbaine et la tâche historique du projet, c'est de préserver donc cet rapport aux entrepôts avec cet espace en creux qui s'organise autour des halles. Et donc c'est par cet assemblage en fait, assez particulier, hybride, d'entrepôts ou de halles à rez-de-chaussée avec des bureaux qui peuvent se transformer en logements, que ce projet il trouve toute sa légitimité et tout son rapport avec l'histoire industrielle du site. Donc ça dégage évidemment des espaces assez importants en partie haute, avec cette idée que le bâtiment il n'est pas autiste, d'est en ouest ou de nord en sud, il sera ouvert à la fois sur la ville et sur des espaces ouverts. Là, donc, on voit le rez-de-chaussée qui est vraiment des espaces disponibles avec des éclairages en fait, zénithaux. Ça n'empêche pas d'avoir un objet d'architecture. Et dans les étages, la possibilité d'accueillir des bureaux et des logements mixtes avec des plateaux extrêmement fluides et potentiellement des logements. Donc ça, c'est la perspective des bureaux qui sont attachés à intégrer toute la technicité embarquée nécessaire à un bureau, avec, comme on le verra, avec des dimensions passives qui sont intégrées pour pouvoir minorer au maximum cette technicité. Donc un espace complètement alimenté, parce qu'en fait 75 000 m², c'est quand même très grand, c'est très important. Et moi, tout le travail que j'ai essayé de faire à travers ce projet, c'est d'assumer densité et fluidité, notamment à travers un espace en creux assez important de 2300 m² d'une seule pièce, qui sera réellement, on va dire, le puits carbone en fait, du projet, et également l'attention à toujours avoir, du coup, ça sera un lieu où on ira, parce qu'on sait que c'est un bel espace qui va se dessiner, qui sera dessiné d'ailleurs par Michel Desvignes, et dans lequel, en fait, il y a une vraie dimension humaine. Et pour la dimension, je passerai la parole à Bruno sur la question carbone. Alors, le carbone, on peut voir ça comme un machin écolo, et puis on peut voir ça comme une contrainte de plus, on en a déjà quelques-unes, et puis on peut voir ça comme une dynamisation de nos habitudes. Alors d'abord pour mettre un peu des chiffres, hein, quand on est ingénieur c'est bien de mettre des chiffres, simplement pour voir qu'on est largement O3, on est à peu près C2, on a un petit peu de marge de sécurité. Compte tenu du contexte, on sait qu'on a sécurisé le devenir, donc on sera effectivement à ça. On est en avant-projet et on a déjà une ACV qui a plus de 200 lignes, vous voyez, donc on est déjà vraiment dans le détail. Mais pourquoi autant dans le détail? Parce qu'on s'aperçoit que cette culture carbone, c'est pas si intuitif que ça. On va pas dire que c'est nouveau, ça ferait un peu marronnier, mais en tout cas, on n'a pas vraiment encore les réflexes pour dire si je tire sur cette ficelle-là, ça va bouger au bon endroit. Donc on est obligé de tester plein de pistes, d'être dans les détails, même si les outils et les fiches que l'on a ne sont pas aussi riches et adaptables. Et quand on regarde ce bilan, on s'aperçoit que la façade, elle pèse quand même pas mal, hein, et c'est un élément fort. Et cette façade, c'est un des éléments de la réversibilité de tertiaire en résidentiel. Et donc, l'attention carbone que l'on a sur cette façade est forte, doit être forte. Et cette vision carbone, ce qui est très important de comprendre, et c'est aussi le plaisir de travailler ensemble, c'est que ça enrichit les rapports entre les concepteurs, parce qu'au début, on a un façadier qui est un peu dans la résistance, parce que ce n'est pas comme d'habitude, parce que les enjeux de décision ne sont pas guidés par les mêmes indicateurs. Et puis, d'un seul coup, on se rend compte le poids que ça pèse, ce carbone, dans la conception. Le côté affûté, le côté du détail, même en avant-projet. Et donc, on se rend compte que dans une équipe de maîtrise d'œuvre dans laquelle les gens sont capables de discuter entre eux, d'échanger, de partager, eh bien, ça enrichit. Ça enrichit le projet, personnellement, philosophiquement, ça enrichit les gens aussi. Ça permet aussi de l'agilité, puisqu'on quitte un peu les choses bien assises de sa propre culture. Et donc, on comprend mieux la culture de l'autre. Et quand je dis ça, c'est vraiment transversal dans toute l'équipe. Les ingénieurs structure, les ingénieurs façade, bien entendu, les architectes, les ingénieurs environnement, les ingénieurs fluides. Et du coup, cette projection à 50 ans amène à faire
presque, et c'est un petit peu le côté ouverture, émerveillement, des choses différentes. Par exemple, on se rend compte que sur ces façades, si on optimise les protections solaires, qui, vous le savez, sont en très très gros enjeu, presque un enjeu majeur aujourd'hui de la conception des façades, eh bien, on se rend compte que si on sort de ces postures, eh bien, par exemple, en travaillant comme on l'a fait, et vous voyez tous les tests qu'on a pu faire, des APS, on en a fait, je ne sais pas, 7 ou 8, on se rend compte qu'en mixant les protections fixes, donc à faible maintenance, à impact carbone plus faible, à coût plus réduit, avec de la mobile, eh bien, on arrive à des résultats, aux résultats qu'on attend. Et cette analyse carbone permet de aller vers ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est du tertiaire, qui est un objectif tertiaire, parce que dans cette couche de la pelure d'oignon d'une ville qui se développe comme un oignon, hein, comme ça, petit à petit, ben, cet endroit-là, à ce moment-là, c'est pertinent d'avoir du tertiaire, mais quid de dans 20 ans? Et donc, cette adaptabilité est nécessaire. Et là, par exemple, on a le bilan qui est, du fait de la méthode, encore un peu partielle, mais vous voyez, le fait de passer de tertiaire avec toutes les préfigurations qu'on a travaillées avec l'agence de Anne, qui ne pèsent pas beaucoup ni en économie ni en carbone, eh bien, le fait de passer de tertiaire en résidentiel, c'est 30 kg de carbone au mètre carré. On se rappelle des chiffres de tout à l'heure, à peu près 1 tonne de la construction. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte que uniquement par un travail fouillé, vraiment pas simple, il faut le dire, eh bien, on se rend compte que l'adaptabilité de tertiaire en résidentiel a un impact carbone très très faible. Hein, c'est 30 kg par rapport à 900 si on voulait reconstruire du résidentiel à cet endroit-là. Et puis aussi, cette analyse carbone, elle démystifie des choses. Ah, la double façade, la catastrophe de la double façade, ça coûte cher, ça rapporte rien, c'est un geste d'architecte. On a tout entendu sur la double façade. Mais vous voyez, quand on regarde le bilan, excusez-moi, j'ai oublié de faire le zoom sur les 2 petits chiffres qui sont là. Voilà. On est à 77,80 avec la façade double et on est à un petit peu plus de 100 avec la façade simple. Donc on est un peu à l'envers de l'intuition. Pourquoi? Parce que le fait de faire cette façade double, par exemple, nous a permis de diviser par 4 la surface des protections mobiles. Or, un BSO, ça a un impact carbone terrible. Ça a un impact maintenance, les guides, les moteurs, ça a un impact consommation, énergie électrique à la marge, on le sait bien. Mais ça a un impact global fort. Et le fait de faire cette double façade avec des transparences qu'on a vraiment travaillées, et je peux vous dire, et Anne est là pour relancer cette chose-là, le nombre de versions qu'on a étudiées, c'est incroyable. Mais on est arrivé à cet écart qui montre que la double peau pèse moins. Alors, je repasse la parole à Anne. Oui, en fait, la question en fait, de ce travail, il était effectivement sur la question du poids carbone, mais aussi parce que je pense qu'il se met dans la question du poids carbone, la question des usages. C'est-à-dire que là, moi je crois beaucoup à la dimension passive des éléments, des bâtiments, parce qu'on a beau avoir une attention partagée en fait, sur les usages pour qu'ils soient vertueux, fermer les stores le soir, machin pour le matin, etc. En réalité, on sait que ce n'est pas complètement suivi. Et donc, dans le bilan général en fait, d'un bâtiment, en termes de dépenses énergétiques, on sait très bien qu'on aura beaucoup moins besoin de puissance pour réguler des apports de chaleur qui ne seraient pas souhaités en période chaude. Donc ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup parce que je pense que ces coursives, ces balcons que je mets sur l'ensemble en fait, de la périphérie des bâtiments, que j'avais mis également sur les Black Swan et qui s'est avéré, on va dire, assez anticipateur de la question du Covid. On le sait bien, il y a en fait ce rapport aux espaces extérieurs qui est devenu extrêmement prégnant. Et là, moi, personnellement, je ne conçois jamais un logement sans espace extérieur. Les Black Swan étaient très généreux sur cet élément-là. Donc, anticiper de nouveaux besoins. Et là, moi, je pense que cette opération, vous allez le voir, on va faire des adjonctions de loggia, va anticiper des nouvelles façons de travailler également, et donc, du coup, facilement pour les logements. Donc, je reviens, en fait, sur le rôle de ces balcons. Donc, 3 apports. Un concept d'entretien pour les bureaux, balcon pour les logements, et brise-soleil, parce que la partie haute est assez transparente pour ménager la vue en profondeur, la partie basse est plus opaque et donc permet de faire un brise-soleil passif
et faire en sorte avec l'adjonction d'une allège en partie basse, on relève en fait la partie vitrée en partie haute. Ça crée forcément une arrivée de lumière en profondeur, et cette arrivée de lumière est protégée en fait sur une majeure partie en été. Donc les rayonnements est assez vertical, donc protège sans avoir l'adjonction ou très faiblement à certaines heures du soir dans les façades est et ouest d'un store sur une seule travée, comme on va le voir. Et en hiver, en fait, on a plutôt tendance à laisser passer la lumière. Donc là, l'idée, c'était qu'effectivement, on ménageait à la fois la possibilité, d'un point de vue ergonomique, la possibilité de ne pas se trouver derrière un store toute la journée parce qu'il faut se protéger du soleil. Donc, allier à la fois confort spatial, confort thermique et intelligence en fait, de la matière qui est forcément carbonée. Et donc, on a une optimisation de la matière au sens qu'on n'a besoin que d'une travée, celle qui est au niveau du plan de travail, à 70 cm, la possibilité de baisser un store individuellement. Et on a tous un rapport à la lumière extrêmement différent, donc ça, c'est personnalisé. La loggia, en fait, c'est quelque chose qui va pouvoir accompagner, en fait, parce que forcément, un bâtiment réversible qui part de bureau vers le logement, il est un peu plus épais que des logements traditionnels. Donc c'est pour ça que l'idée de pouvoir prolonger ce balcon, qui est déjà dans le coût initial de la conception, qui va être prolongé en fait sur 1,50 m par une profondeur supplémentaire. Donc certes, c'est une perte de surface, mais pas tant que ça. Donc là, on est en train de réfléchir avec ICAD sur la proportion de loggia qui seront faits dès la construction et d'autres qui seront avec des mesures conservatoires transformables selon le preneur logement dans la durée. Donc dans un cas, on aurait, enfin moi, sur lequel je trouve que là, c'est le bon côté des contraintes du Covid, c'est se dire qu'on pourrait travailler avec plus d'espace extérieur. Donc là, c'est les loggias dans le cas des bureaux. Et dans le cas, là, bon, c'est une simulation qui n'est absolument pas figée, mais le séjour pourrait se prolonger par la loggia dans le cas d'un logement. Alors, cette réversibilité, ce n'est pas un claquement de doigts, c'est complexe, c'est difficile, et surtout, ce qui est passionnant, c'est que c'est multicritère. Et dans cette sémantique de l'adaptabilité dont on entend, ça commence à devenir un peu un marronnier quand même, cette affaire-là, il faut être précis parce que c'est peu simple. Alors, bien entendu, l'adaptabilité de tertiaire à résidentiel est bien plus aisée, et on se rend compte qu'il y a plusieurs registres. Il ne faut pas s'abriter derrière les chiffres, il ne faut pas s'abriter derrière la technologie, il faut rentrer ou derrière la technique, ou derrière le high-tech. Il faut essayer d'aller dans une conception plus organique, plus sensible, en regardant un peu tous les éléments. Alors d'abord, il y a le cadre réglementaire, et je peux vous dire que quand on regarde le feu, l'acoustique, les hauteurs sous plafond, etc., eh bien, d'un point de vue réglementaire, on est aux antipodes entre le résidentiel et le tertiaire, donc ça, c'est à intégrer. Il y a le bâti, avec les façades, avec un concept qui est vraiment travaillé par l'agence d'Émiance sur le côté intrinsèque. Anne vient de nous le montrer ici, mais aussi toutes les circulations verticales qui ne sont pas du tout les mêmes en tertiaire et en résidentiel, le sujet des ascenseurs, la compatibilité et fonctionnement des réseaux. Et donc, je vais vite pour conclure, les systèmes de CVC, où là, la technique, elle est toujours assez simple d'adapter. Il nous reste 2 minutes. Ce qui m'intéresse d'un point de vue urbain, c'est la possibilité qu'il y ait une partie en logement et une partie en bureau. Donc on pourrait, là c'est un peu une piste qu'on est en train de valider avec ICAD, donc c'est à ICAD de le valider, mais que les proues seulement seraient transformées en logement et que du coup une autre partie, la partie blanche, donc proue ça serait bleu le logement, et blanc bureau. Ce qui permettrait sur H24 d'avoir une présence humaine et on veut dire la possibilité que les services du rez-de-chaussée jouent sur ce côté H24 d'une présence en fait habitée. Donc là, le plateau libre initial, avec la possibilité d'avoir des logements dans les parties en proue, avec l'adjonction des loggias. Et donc ça rejoint le label que j'ai déposé en 2016 avec ICAD, qui s'appelait Immeuble à destination indéterminée, qui avait 3 grands points. La trame unique, les points porteurs au milieu et les façades porteuses qui permettent le décloisonnement aisé,
et la question de la coursive qui vient lasser un peu l'ensemble des bâtiments et qui permet cette mutabilité sans que l'espace public ne soit impacté visuellement par cette transformation. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens énormément parce que je pense que trop souvent, en fait, l'espace public est comment dire, abîmé par la visibilité qu'on a sur la fonctionnalité ou pas des usages. Donc là, c'est la version, on va dire, avec Loggia. Et, un petit mot très rapidement, simplement pour dire qu'il y a les chiffres d'un côté, par exemple, au sujet de la lumière naturelle, les FLJ qui sont des indicateurs rationnels qui correspondent à une réalité physique. Et puis, vraiment, dans le sens de l'usage, il y a la perception. Hein, quand on voit, quand on va passer de 2,80 m sous plafond parce qu'en bureau, il y a des faux plafonds, au résidentiel où là, il n'y en a plus cette nécessité, ce n'est pas pour ça qu'on rajoute de la lumière naturelle nécessairement, mais on donne à respirer parce que 3,10 m en perception, c'est une autre manière d'habiter. Oui, ça, je pense que moi, le droit à la lumière, alors là, je pense que s'il y a une seule chose à retenir, c'est ça, le droit à la lumière aux espaces extérieurs. Et moi, à travers cette réflexion, je pense que c'est une amélioration qu'on aura sur le logement et sur le bureau. Ça, c'est clair. Donc là, c'est les dispositions conservatoires qu'on met, c'est-à-dire une certaine structure qui permet d'intégrer la possibilité de reculer la façade. Ce n'est pas très compliqué. Donc soit on le fera au début, soit on en rajoutera si besoin. Donc tout ça, en mot de conclusion, c'est que la ville du futur, il faut qu'elle soit disponible, fluide et attentive à créer des vrais espaces urbains pour tous. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions dans l'Assemblée? Oui, madame. Ici. Ah, il y a un souci de micro là, ouais. C'est mieux? C'est bon. Rapidement, merci beaucoup pour la présentation. Lorsque vous avez déposé le permis de construire, vous avez mis quelle destination en fait? Comment vous choisissez les proportions? C'est une excellente question. Là, en fait, c'est ce qu'ICAD est en train de... On va déposer le permis en septembre, octobre, novembre, courant novembre, et ça sera certainement à destination mixte. Base bureau, avec la possibilité de faire évoluer l'ensemble. Il y a une question au fond là-bas. Excusez-moi. Vous avez parlé de nombreuses simulations que vous avez faites. Est-ce que vous en entendez par là, vous avez fait des STD, simulations thermiques dynamiques? Et si oui, est-ce que ça a été le calcul carbone en fait a directement été intégré dans cette STD et par quels moyens est-ce que la STD a été prédominante en fait dans votre conception? Oui, alors excuse-moi, je vais faire un peu une synthèse de tout le travail qu'on a fait. C'est-à-dire que ce n'était pas se laisser embarquer dans des résultats habituels sur la question des façades, c'est-à-dire dire qu'on a intégré à la fois les dépenses énergétiques liées au confort dans les calculs et l'apport direct de chaleur avec tous les STD, hein, c'est ça? Ouais. Pour arriver à calculer selon le positionnement en fait, de la coursive et de sa taille et de son opalescence ou de sa transparence, les apports de chaleur. Je te laisserai compléter. Peut-être une autre précision. Aujourd'hui, il faut être conscient que la STD est un calcul, entre guillemets, physique. C'est-à-dire que c'est le plus près possible de la réalité physique, sans aucune influence de qui que ce soit, fabricant, vendeur d'énergie, État ou ministère. Donc c'est physique. Le calcul du carbone, aujourd'hui, il est conventionnel. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire la nuance entre les deux. Quand on fait le calcul carbone, aujourd'hui, on utilise la convention qu'on nous impose d'utiliser. Mais ça veut surtout, et votre question est très pertinente dans le sens où les résultats physiques qui, eux, sont de la réalité, sont injectés dans les critères de choix que l'on fait quand on fait les calculs carbone. On sera bien en carbone quand ça sera, excusez-moi, moins conventionnel.
Oui, mais en fait, parce que fort de ces alertes que me fait sans cesse Bruno en disant de toute façon ça va changer en janvier 2002, etc. On va dire, on coche les cases actuelles, mais on essaye d'anticiper qu'en fait que la question carbone, elle soit vraiment plus intrinsèque à un fonctionnement, à un dispositif, et qu'on anticipe un peu des évolutions du carbone qui forcément se fait étape par étape. On n'est qu'en 2022, on a des enjeux beaucoup plus lourds et graves que simplement un respect de réglementation. Ça, il faut vraiment s'ancrer. Quand on travaille sur le carbone, on est structurant. Si jamais, on peut rêver, on devenait très vertueux, même à l'échelle européenne, encore mieux à l'échelle planétaire, il faut bien se rendre compte qu'on n'aura pas d'effet significatif avant de nombreuses, c'est un peu terrible, de nombreuses dizaines d'années. Donc, bien sûr, il faut être conforme, bien sûr, il faut rassurer nos donneurs d'ordre, bien sûr, il faut obtenir les labels, bien sûr, il faut obtenir les labels, les médailles et les étiquettes. Mais avant tout, il faut bien penser que c'est un enjeu de planète. Donc, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on fait la conformité, entre guillemets, et il faut la faire, on doit avoir une vision globale et prospective. Il faut avoir de la vision. Si on n'a pas de vision, on va répondre à un label, on aura la super médaille, on sera super content. Est-ce qu'on aura vraiment fait le travail? Ça s'appelle de la lucidité et c'est vraiment pas simple. Monsieur. Bonjour. Une question un peu moins pertinente, mais un peu plus technique. Vu qu'il y a la différence entre le fait d'être en bâtiment professionnel et en bâtiment privé, et qu'on supprime l'espace technique via le sous-plafond, je voulais savoir au niveau CVC, quel est le système que vous pouvez utiliser entre la dalle active et le système de ventilation. Parce qu'en supprimant l'espace technique, ça fait un espace en moins et savoir comment l'utiliser et utiliser la meilleure énergie. On ne va pas rentrer dans le détail des choses techniques, Anne, je vais peut-être répondre moi. On est en double flux, bien entendu, j'ai envie de dire qu'il ne l'est pas. Simplement avec un gros travail sur la réalité des rendements de récupération avec du 90% visé, et non plus 80% comme on l'était depuis quelques dizaines d'années. Et puis une grande attention, et ce n'est pas si simple que ça, parce que ça fabrique bizarrement de la place nécessaire sur la consommation électrique. Donc la consommation électrique, on se rend compte qu'augmenter d'une taille une centrale, ça coûte vraiment, c'est à la marge par rapport au prix global de la partie technique d'un projet. Et par contre, ça a des impacts très intéressants sur les consommations électriques, mais ça dilate un peu les locaux techniques et c'est toujours pas simple. Sur l'installation de la génération de chaleur, aujourd'hui, c'est des choses un peu sophistiquées, avec des pointillés, parce que là, encore une fois, un peu par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il faut une vision territoire et une vision à venir. Il y a du réseau de chaleur potentiel qui est en train d'arriver, très décarboné, donc ça nous intéresse beaucoup. On n'a pas la certitude absolue, mais des engagements. Donc on est dans des logiques d'optimisation avec du réseau de chaleur, de la TFP si le réseau froid n'arrive pas. Donc vous voyez, on est un peu souple de ce côté-là. Et puis dans les locaux eux-mêmes, on est rayonnant aujourd'hui, avec pour l'instant du panneau rayonnant et la dalle active qui est en balance. On est en APS, faut s'en rappeler. Donc on est rayonnant parce que grâce à ça, on baisse tous les niveaux d'énergie. Donc toutes les histoires de valorisation potentielle de chaleur fatale, d'utilisation de chaleur fatale, de rendement des installations, de travail sur les écarts de température, sur les livraisons du réseau, le bas niveau d'énergie, je n'ai pas dit la basse consommation, le bas niveau d'énergie, c'est-à-dire en gros se chauffer à l'eau tiède et se rafraîchir à l'eau tiède, c'est vraiment un potentiel sur lequel, enfin c'est une idée sur laquelle on travaille beaucoup. Et c'est là où c'est super intéressant aussi. Parce que la dimension carbone, quand je disais tout à l'heure qu'il y avait des interactions fortes entre tous les intervenants, et bien cette approche-là fait aussi des intervenants fortes entre l'environnement et les spécialistes fluides qui découvrent des choses et ils se découvrent du potentiel de bonification des projets qu'ils n'avaient même pas soupçonné eux-mêmes. On a encore un peu de temps pour une troisième question éventuellement, s'il y en a une. Tout va bien. Oui, si. madame.
Bonjour, donc Anne Carrère du CAE 77. Est-ce que la question du réemploi est intégrée à votre projet et est-ce que la démolition du site existant va peser dans le bilan carbone? Alors, Je te laisse faire sur le réemploi. Oui. La question du réemploi, en fait, il est déjà, comme le suggérait Bruno, avec une projection notamment sur les matériaux utilisés. C'est-à-dire qu'il y a, à la base, bon, c'est un béton bas carbone dont on suivra en fait le caractère vertueux par le granulat, etc. etc. Et puis sur l'aluminium, on le sait, en fait, maintenant il y a des filières, on va dire, beaucoup plus généralisées sur la recyclabilité de l'aluminium. Donc il est intégré comme recyclable dans l'opération. Il y a une partie, en fait, ce sera une menuiserie mixte, aluminium recyclé, bois. Et puis, on va dire, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont liés, alors les planchers, qui sont Tout ce qui peut être dans le réemploi, on a sauté dessus. Alors, on a sauté sur un plancher, ça fait du bruit, c'est joli. Ça, c'est la première chose. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la dynamique de la conception. Au tout début, quand on a gagné le concours, le projet était intégralement en structure bois. En structure bois réemployable. C'est-à-dire que quand il y avait deux bouts de bois qui étaient comme ça, ils n'étaient pas vissés, soudés, collés, assemblés. C'était des bouts de bois dont l'extrémité était réalisée par des connecteurs métalliques, et donc ils étaient connectés et déconnectables. En plus, c'était pour les spécialistes de la structure des notions d'encastrement et non pas des notions de liaison, donc il y avait les contreventements qui étaient simplifiés. Enfin, il y avait vraiment cette logique de réemploi. Et quand on parle de réemploi, de recyclage, de réutilisation, il y a une histoire d'échelle. Je réemploie quoi? Le matériau, dans ce cas-là, je fais du recyclage. Je réemploie quoi? Le produit, une poutre, un poteau. Et puis, je réemploie quoi? Le bâtiment. Donc, on est dans des logiques d'échelle. Le réemploi, le recyclage, tout ça, c'est la même chose. Ce qu'il faut apprécier, sentir, et ce n'est pas si simple, c'est la notion de à quelle échelle? Est-ce que c'est à l'échelle de l'atome, du produit, d'un composant, d'espace d'usage ou du bâtiment, voire du site? Donc tout ça, ça a été vraiment travaillé. Et par exemple, on est passé, bien sûr, avec un truc qui cercle ça de manière solide, c'est l'économie. Économiquement, il faut qu'on soit crédible. Autrement, on va sur Mars. Donc, dans cette logique d'économie, quand on est passé à cette nécessité d'adaptabilité, eh bien, malheureusement, et ça nous a tous brisé le cœur, et pas que, on a abandonné le bois parce qu'aujourd'hui, dans la réglementation acoustique, la transmission verticale de logement à logement a des exigences nettement, très nettement au-delà du tertiaire, et vouloir faire ça en bois nous mettait trop à mal par rapport à l'économie. Ouais, moi, je vais être, on va dire, iconoclaste. Moi, personnellement, ça m'a fait ni chaud ni froid de passer du bois à du béton bas carbone. Je dis pourquoi. C'est que ce n'était pas compatible, pour les raisons que tu viens d'énoncer, avec cette idée de transformation. Donc, à un moment donné, c'est vrai que la question du préalable de la structure bois comme étalonnage aujourd'hui d'une attitude de recyclabilité, moi personnellement, je ne suis pas convaincue. En fait, pourquoi, en fait, effectivement, au moment du concours, j'ai dit OK, allons-y, faisons en bois, puisque c'est une grande opération tertiaire. Mais entre-temps, il y a eu le Covid, il y a eu cette idée que les espaces extérieurs, c'était pas mal, que la réversibilité, bureau-logement, effectivement, avait du sens, étant donné la volatilité de la question du bureau aujourd'hui. C'est quoi travailler aujourd'hui? Est-ce qu'on ne travaille pas aussi bien chez soi, etc. Au fil de l'eau, la philosophie a évolué, donc la question du bois n'était plus du tout aussi valide. Donc c'est pas, personnellement, je veux dire, ah zut, on n'a pas pu faire en bois, ça aurait été bien. Moi, personnellement, tant que la démonstration du bois a une raison, pour moi, c'est pas du tout un Graal. Je veux dire, aujourd'hui, ça l'est un peu trop. Là, en l'occurrence, il y avait beaucoup plus de logique à interroger l'assemblage général réglementaire, comme tu l'as bien fait de le souligner, la question de l'acoustique. Est-ce qu'on perdait de la hauteur, etc. Donc, du coup, de l'habitabilité. Est-ce qu'on perdait, en fait, de la pertinence réglementaire, etc., dans la durée, en se mettant des placots de plâtre pour arriver à avoir l'isolation sécuritaire. Je veux dire, on était dans un millefeuille, à un moment donné.
Heureusement, je travaille avec un maître d'ouvrage qui est très visionnaire, en fait, à mon avis, sur la question de c'est quoi aujourd'hui d'investir dans un bâtiment dans la durée pour que ça devienne vraiment un bâtiment qui n'est pas investi aujourd'hui à un instant T. Donc, ce n'est pas un mécène, hein, c'est-à-dire qu'il y a une logique globale d'attention à la question du carbone, qui est un point d'entrée, je veux dire, indiscutable. Mais la manière d'y arriver, il n'y a pas eu, on va dire, une pression que j'ai ressentie sur la question, sur les moyens d'y parvenir. Et je pense que ça, c'est la clé. C'est-à-dire qu'à chaque fois réinterroger, c'est quoi la pertinence de la synthèse des réglementations, des problématiques thermiques, des problématiques d'usage, etc. Voilà. Je trouve qu'en tant que concepteur, on n'a pas toujours cette liberté. Et ce projet, je pense qu'il va bénéficier de cette liberté et de l'intelligence embarquée que, du coup, on a dans ce rapport architecte-ingénierie, maître d'ouvrage. Ça rejoint beaucoup cette histoire d'échelle, de temps et d'espace, puisque à un moment, on a inventé, on a rendu possible, on a vendu, on a argumenté la démontabilité et la mutabilité. Et puis, quand je vous dis qu'on est au début des cultures par rapport au carbone, parce que la culture, ce n'est pas un truc qui se fait comme ça, hein. Si on n'intègre pas le temps dans le changement de culture, on se trompe. Donc, dans ce changement-là, on est passé d'un côté façade inaliénable et structure démontable à le cran d'après, je pense, au niveau de l'agilité. Ça peut paraître bizarre de dire qu'on est plus agile sans être démontable, mais avec une façade et une structure inaliénable, à l'intérieur de laquelle on change les usages, par l'idée de la manière d'avoir conçu la façade et la structure. Donc du coup, le côté démontabilité devient moins pertinent, puisque en changeant d'échelle de temps et d'espace, on a fait cette adaptabilité potentielle en démontant moins. Vous avez vu, 30 kg de CO2. 30 kg de CO2 pour passer de tertiaire à résidentiel. Eh bien, c'est une très belle conclusion. Merci, on peut réapplaudir nos intervenants. Donc, écoutez, c'est la pause déjeuner. La reprise ici, c'est à 14h10 avec des logements collectifs en structure bois. Donc, c'est bien, on va avoir de la structure bois ce coup-ci. Bon appétit à tous.